Donc, pour poursuivre, nous allons aller vers, ça dépend de quel côté on se trouve, je préfère dire, comme dans ce sens-là, l'extrême gauche, hein, de notre table ronde. Non, mais ils se sont mis l'un à côté de l'autre. Voilà, vous allez après comprendre un peu pourquoi. Parce que je crois que beaucoup de choses les rapprochent. Donc Francesca Poloniato, c'est son premier mandat de directrice d'une scène nationale et d'une scène nationale qui est très différente des autres parce qu'elle est dans les quartiers nord de Marseille. Elle s'appelle Le Merlan. C'est, je crois, l'un des quartiers de France les plus blessés, pour reprendre l'expression qu'on a employée hier. Et visiblement, tu as réussi. Hein, ben oui, il faut le dire, pour une fois, tu as réussi. C'est pas la question que ça marche, c'est que tu as réussi dans le sens que c'était une chose très difficile. Et moi, j'ai relevé, tu dis, au fil de l'autre, c'est le thème, hein, de ton travail, tu as donné comme ça le fil de l'autre. Depuis 30 mois, tisse sa toile qui nous abrite et nous rassemble, une œuvre collective et amicale qui, de la bande à la ruche, ça tu nous expliqueras ce qu'est cette bande et ce qu'est cette ruche, fait bruisser les murs du théâtre et souffle sur la cité. Voilà. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes cette aventure qui est la tienne, qui s'appuie énormément sur les artistes. Hein, c'est ça qui est tout à fait essentiel. Et dans ce rapport avec, j'allais dire avec, hein, et pas pour, hein, je crois que tu insistes beaucoup là-dessus. Voilà, Francesca. Bonjour. Je pense que c'est important de dire, effectivement, le théâtre du Merlan, il se situe sous un centre commercial, Carrefour, qui est le supermarché le plus pauvre, le moins cher de France. Il est au bord d'une autoroute, il est à côté d'un commissariat et en face d'une bibliothèque, et il est entouré de cités. Donc une fois que le décor est planté, moi j'ai choisi d'aller là et je voulais aller diriger ce lieu. C'est un projet que j'ai appelé Le fil de l'autre. Au moment de ma candidature, je me suis entourée de 7 artistes qui ont accepté de m'accompagner pendant 3 ans. Donc on est à la 3e saison. Ces artistes, très rapidement, sont Antonella Amirante, Céline Schnepf, François Cervantes, Pauline Bureau, Frédéric Nefchérilian, Michael Filippo. Ils ne se sont pas engagés pour le projet du Merlan et pour le théâtre du Merlan. Ils se sont engagés à mes côtés pour le projet Au fil de l'autre. Et cela, ça change tout. On n'a aucune convention entre eux et moi. Il n'y a pas de texte cadre, il n'y a rien. On ne parle jamais de production, on ne parle jamais d'action culturelle, on parle de projet. Et ces projets se font sur un long terme, sur 3 ans. Je pourrais en citer quelques-uns si j'ai le temps. Mais c'est un projet que je revendique avec 3 mots. La présence, l'ouverture et le partage. La présence avec tous les habitants, les Marseillais, individus ou en famille, des riches, des pauvres, des classes moyennes, avec chacun des membres de l'équipe, parce que je pense qu'aujourd'hui, la présence des artistes est essentielle dans nos maisons, sinon il n'y aurait aucun sens. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est les équipes. C'est l'équipe. C'est-à-dire que moi, je suis un capitaine sur un bateau, mais ce projet, ils se sont emparés, ils l'ont vraiment emparé, ils en parlent très très bien. En gros, même si on ne parle pas d'action culturelle, mais pour parler très vite, et ni d'artistes associés, parce que j'aime pas ce terme, on ne dissocie pas l'action culturelle de la création de ces 7 artistes, voilà, qui est pendant un parcours sur 3 années. Et ça permet de co-construire avec les habitants, avec les Marseillais, et évidemment la présence, l'ouverture et le partage avec des artistes, puisque je viens de le dire. Je peux citer deux exemples qui sont importants, en tous les cas, qui expliquent le pourquoi
En tous les cas, c'est important d'être à l'écoute et d'être avec les personnes, parce que c'est comme ça que, en tous les cas, si aujourd'hui, la plus grande fierté pour moi au Théâtre du Merlan, c'est lorsque le public arrive. J'aime pas le mot public, mais on l'emploie jamais non plus. Quand toutes les personnes viennent au Merlan, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, et j'en suis très fière, et l'équipe est joyeuse de ça et est très fière, c'est on voit des enfants, on voit des jeunes, on voit des femmes voilées, on voit des personnes qui viennent du centre-ville, on voit toute une mixité sociale, parce que les théâtres, effectivement, ils sont pleins. Mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent être pleins aussi au niveau sociologique vraiment de personnes qui viennent de différents milieux. Pour cela, on a mis en place avec l'équipe, évidemment, ce travail avec les artistes, ce qui est primordial, mais aussi une politique tarifaire. Vu où est situé le Merlan, il n'est pas possible de faire abstraction des personnes qui habitent à côté et autour. Et la ville de Marseille est une ville très très pauvre. Les quartiers nord, il y a 250 000 habitants. C'est un bon quart de la population, ça bat son record de pauvreté, comme l'a dit Fabien Janel, et ça signifie immigration, chômage, jeunesse en danger, parents, mères seuls avec des enfants. Ça signifie aussi une économie parallèle, ça signifie et qui part de la petite débrouille à des trafics beaucoup plus dangereux, mais c'est aussi une formidable solidarité et une culture multiple. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils sont au Merlan. Le tarif unique est de 5 €. On peut passer à 10 € simplement quand on fait des concerts, puisque la musique est quand même une discipline qui est assez coûteuse. Et le public qui vient au concert, c'est encore, malheureusement pour moi, à part lorsqu'on a eu Bachar, et donc les habitants sont venus, c'est quand même le public vraiment qui a un peu de moyens pour venir écouter un concert à 10 € quand même, hein, je précise. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. À ma candidature, il a été posé clairement comme ça dans mon dossier de candidature, les tutelles le savent. J'ai pas vraiment beaucoup de recettes propres, mais c'est pas grave, l'essentiel il n'est pas là. J'ai vite aussi parlé de chiffres. Quand je parlais de présence, de partage et d'ouverture, c'est aussi ce partage avec les collectivités territoriales et l'État. C'est-à-dire que ce sont des partenaires, ce ne sont pas des tiroirs-caisses. Je pense que ça, c'est très important. Tout est vraiment travaillé avec eux. Ça ne veut pas dire que c'est tout super. Le théâtre, la scène nationale est une des plus petites scènes nationales financées. En tous les cas, la ville met beaucoup de moyens. L'État m'a aidé, m'a soutenu un petit peu dès mon arrivée. Je pense que là, il faudra qu'ils y aillent un petit peu plus aussi, parce que j'entendais parler de millions, là, ça fait rêver. Moi, j'ai pas besoin de millions, j'ai juste besoin que les artistes dans la maison aient les moyens pour pouvoir travailler avec les habitants et faire leur création. J'ai fait un choix dans le budget. L'administrateur se prend la tête parce que on a des fléchages, le fléchage action culturelle, le fléchage création, le fléchage résidence. Donc moi j'ai fait un choix, en tous les cas, de mettre beaucoup de moyens sur les projets de territoire, donc des projets de territoire à long terme. On ne fait jamais de one-shot. Il n'y a pas juste un atelier de 2 heures, de 3 heures. Voilà, c'est toujours des projets qui sont menés à long terme. Donc je voulais citer vite fait 2 exemples qui montrent aussi l'ouverture aussi de l'équipe. Du souffle qu'il y a en tout cas dans ce théâtre. C'était juste quelques semaines après mon arrivée, il y a une personne qui est venue, qui m'a demandé un rendez-vous. Je peux citer son nom puisque je l'ai eu au téléphone et il m'a dit il n'y a pas de problème. Hassan Ben Mohamed, qui est policier à Paris. Il venait d'écrire un livre qui s'appelle La gâchette facile lorsqu'il m'a demandé ce rendez-vous. Et ce livre relate le drame qui s'est passé et qui lui a été caché par sa famille. Lui, il avait 5 ans lorsque son frère a été assassiné en face du théâtre du Merlan par un policier qui était très nerveux. Le quartier, les parents n'en ont pratiquement pas fait le deuil. C'était très très lourd, ça s'est passé dans les années 86. Et lui, il m'a demandé de louer le théâtre du Merlan parce que ça s'est passé en face et qu'il avait envie, en tous les cas, pour la sortie de son livre La gâchette facile, que ça se passe dans un théâtre et d'avoir aussi des artistes autour de lui.
Je lui ai dit qu'il était hors de question de louer le théâtre et au contraire, avec l'équipe, on l'a mis dans notre programme de saison et on en a fait un projet artistique. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages sur ce drame, mais il y avait aussi les artistes associés de la bande du Merlan qui étaient là, certains, pas tous, et qui ont aussi été présents. Et on a fait une vraie fête. Les habitants étaient là, ont complètement investi le lieu. Et je pense que depuis ce jour-là, ça faisait vraiment 4 mois que j'étais arrivée au théâtre. Ils m'ont accepté au quartier, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut être accepté dans les quartiers. Et ils viennent régulièrement au théâtre. Le deuxième exemple, c'est j'ai voulu tout de suite sur une des artistes de la bande, Céline Schneff, qui fait un travail remarquable auprès de la petite enfance. Et il était important, parce qu'il n'y a rien dans les quartiers nord, c'est des quartiers blessés, mais c'est surtout des quartiers qui sont abandonnés. Et donc sur la petite enfance, il n'y a pas grand-chose. Et on a mis en place un projet qui s'appelle les boîtes à forêts, nos forêts intérieures, puisque dans les années 60, ce n'étaient pas des cités qui étaient autour du théâtre, c'était des forêts. Et donc on a voulu remettre ça pour les habitants. Et donc chaque école, chaque groupe, il y a aussi des éducateurs, il y a des entrepreneurs. On a essayé de faire tous les secteurs économiques, scolaires, secteur social, doivent entrer une forêt dans une boîte. Les boîtes, c'est un peu genre les boîtes quand il y a 6 bouteilles de vin. On a fait toutes les caves de Marseille pour trouver toutes ces boîtes. Et une fois qu'on a mis sa forêt dans la boîte, elle ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'on la donne à l'autre groupe. Donc il y a aussi le fait de donner quelque chose. Et c'est l'autre groupe qui va écrire, évidemment avec l'artiste, par des ateliers d'écriture, l'histoire de cette boîte. Et une fois que... Donc il y a 2 temps forts par saison. Ça dure on fait ça pendant... C'est la 3e année, il y a encore l'année prochaine. Et après, on va dans des lieux qui ne sont pas des théâtres. Donc on a fait la bibliothèque, on a fait des centres sociaux et on a fait une école primaire, ce qui a été plus compliqué parce que pour rentrer dans une école primaire, pour faire rentrer du public, c'est compliqué, mais on y a réussi. Et on met un théâtre dans les lieux qui ne sont pas des théâtres. Et évidemment, tout ça, c'est gratuit. Et tous les habitants et tous les Marseillais, et même des Aixois, sont venus assister à ce temps fort. Et il y a vraiment l'exposition de toutes ces boîtes à forêt. Donc il y a aussi tous les collèges, les collèges professionnels qui ont fabriqué eux-mêmes les supports. Donc c'est une vraie co-construction. On a été aussi toucher les entrepreneurs pour qu'ils puissent nous aider à financer ce projet. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre puisque je vais laisser la parole à mon collègue, mais je pense que, en bref, il faut travailler avec et pas pour. C'est fini. Je veux dire, Malraux, ça a été super important, mais Malraux, il n'est plus là, même s'il a fait des choses. Aujourd'hui, il faut aussi passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est être avec l'autre et être avec une équipe. Les relations publiques, ce n'est pas des gens qui sont là pour remplir des salles. Ce sont des gens qui sont là parce que c'est eux qui m'interpellent, en tout cas. C'est eux qui me disent, tu sais, des fois, là, c'est peut-être pas comme ça, mais c'est plutôt ça. Et je pense que lorsqu'on dirige un lieu, c'est avec une équipe qu'on partage, avec des artistes, avec des habitants et avec des partenaires financiers. Voilà. Merci pour cette dialectique du pour et du avec qui va nous faire réfléchir un petit moment parce que c'est une question. Philippe Saunier-Borel, qui est le co-directeur des Pronomades, Pronomades ''S en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue. Bon, je crois que ça, art de la rue, je ne sais pas si ça te convient, mais enfin, en tout cas, le label est ainsi. Alors, toi, tu annonces ça carrément, c'est projet de territoire. Ça, c'est un mot que j'ai retrouvé dans plusieurs de tes plaquettes, projet de territoire. Alors, j'ai relevé quatre phrases. La première, c'est comment entrer en dialogue avec les personnes qui vivent notre territoire, qui ne vivent pas sur, mais qui vivent le territoire. Deuxième chose, notre ambition est en soi un projet d'action culturelle. Troisième, la notion d'œuvre et d'action culturelle s'en trouve bousculée et repensée.
Et la quatrième, c'est les différentes propositions artistiques participent aux évolutions des formes et des écritures contemporaines d'aujourd'hui. Ça m'a un peu rassuré quand même, la quatrième, si tu veux. Hein, voilà, donc, voilà, donc Philippe, donc, voilà, les petits villages de Haute-Garonne, l'arrivée de troupes, de compagnies, d'artistes, des plasticiens, des gens de cirque, et puis un lieu maintenant que tu as, à Encausse-les-Thermes, qui est un lieu de fabrique. Voilà, mais à partir de cette expérience, et puis essayer de peu comme là vient de le faire, généraliser sur des questions, parce que je sais que tu occupes une place, on va dire, un peu radicale sur ces questions des publics, des droits culturels, voilà. Philippe. Oui, oui, non, je suis pas venu parler de pronomade, particulièrement de pronomade. Non, je suis venu, et merci pour l'invitation, parce que l'invitation, c'était l'accès à la culture. Du coup, je n'ai pas travaillé du tout sur l'accès à l'art. Et donc, du coup, par exemple, le mot public est jamais dans ce que j'ai préparé. Je me suis dit, c'était l'accès à la culture. Et du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment nos institutions culturelles, qu'elles soient art de la rue, théâtre, etc., nos institutions culturelles qui ont participé à la démocratisation culturelle, qui est en fait qu'une démocratisation artistique, c'est-à-dire que ça a été toujours l'accès aux œuvres, comment nos outils accepteraient aujourd'hui de remettre en jeu leurs responsabilités de mission de service public, en dépassant tout en gardant, bien sûr, leurs projets artistiques, mais comment elles engageraient leurs responsabilités justement pour porter des projets culturels de territoire. C'est-à-dire comment ils pensent leurs responsabilités en lien avec leur territoire d'implantation, c'est-à-dire pas hors sol comme ça. Donc oui, c'est comment on fait territoire ensemble. Alors si on accepte l'idée qu'un projet culturel, pas un projet artistique, c'est de rentrer en discussion, comme tu dis, ou en conversation avec les personnes qui font ce territoire, alors évidemment l'action culturelle telle qu'on la pense d'habitude, la médiation, qui n'est qu'une technique en général pour avoir plus de monde dans les gradins, est totalement repensée. C'est-à-dire l'action culturelle n'est pas un moyen, n'est pas une technique, mais est une de nos missions, un des buts de nos structures, et portée et pensée telle que. On se dit qu'un projet culturel, ça dépasse l'expérience esthétique du spectateur, qui est indispensable. Ça dépasse la pratique artistique de l'amateur, qui est indispensable. C'est-à-dire toutes ces actions indispensables qui participent à l'épanouissement des personnes. Mais le projet culturel, c'est bien plus que ça. C'est comment on va provoquer une expérience qui est une expérience citoyenne, c'est-à-dire et qui participe non pas à l'épanouissement, qui est une belle chose, et que la démocratisation artistique a nourri, mais comment l'expérience citoyenne de faire territoire ensemble, de faire du commun, ça a été évoqué plusieurs fois. Là, on est dans l'expérience citoyenne, c'est comment on vit ensemble un territoire. Et là, on trouve un rôle peut-être qui s'est un peu, comment on va dire, essoufflé, oublié de nos héritiers de Villeurbanne, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la fonction émancipatrice de la culture. Comment participer à l'émancipation, comment faire humanité ensemble. C'est ça un projet culturel, et c'est peut-être ça l'accès à la culture qu'on évoquait tout à l'heure. Et évidemment, ces questions, on n'est pas les seuls à l'évoquer, c'est-à-dire nous, les acteurs artistiques, du champ artistique, c'est évidemment l'ensemble des acteurs qui soient des acteurs du champ social, du champ éducatif, du champ environnemental. C'est comment on fait territoire ensemble, c'est-à-dire comment on accepte, et là il faut peut-être que nous-mêmes on change de posture, comment on accepte de reconnaître chez les autres, acteurs du champ social, éducatif, environnemental, qui sont aussi de véritables acteurs culturels, et non pas simplement des espèces d'annexes comme ça, et qu'ils ont une vraie existence, une vraie légitimité. Pour le dire différemment, ou pour un peu contrarier une déclaration que j'ai vue d'un syndicat important, évidemment que dans les projets culturels, l'art a sa place, mais n'a pas toute la place. Et qu'aujourd'hui, il y a ce changement de pensée qui est important, qui doit sûrement nourrir la pensée du ministère de la Culture ou des collectivités territoriales dans la pensée de leur nouvelle, de leur attendue politique culturelle nouvelle, c'est laisser une place, une écoute, une attention, des accompagnements à l'ensemble des acteurs du champ culturel et pas simplement à nous
qui relevons du champ purement artistique, qui est indispensable. Mais on n'est pas les seuls. Et ça, c'est un véritable changement de pensée, parce que faire territoire, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas faire de la décentralisation autour, que ce soit à 3 ou 10 kilomètres. C'est pas simplement ça. C'est pas proposer des beaux spectacles autour d'une scène dominante. C'est comment on rentre véritablement en discussion avec le territoire. Faire territoire, c'est rencontrer les personnes pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles n'auraient pas et que nous, les sachants, on leur amènerait. D'où la responsabilité qu'on a dans la recherche de cette émancipation, si on garde cette envie-là, c'est notre responsabilité à nous, acteurs artistiques, c'est quelle place on trouve, parce que je continue à accompagner les artistes, malgré, parce que je vois ce qu'on pourrait penser en disant il abandonne le bateau, pas du tout, j'accompagne toujours les artistes, et notamment, Fabien, bien sûr, les artistes des arts de la rue, dans une conception extensive. Mais pas que. Mais pas que. Mais je pense qu'il y a certains artistes, mais du coup ça dévie, c'est pour ça que je fais une note, pour ne pas être dévié. Mais le pas que, c'est que je crois qu'il y a un certain nombre d'artistes qui trouvent dans ce qu'on appelle les arts de la rue accompagnement, attention, dans un rapport différent aux habitants du territoire. Et que oui, la notion art de la rue est extensive depuis des années. On a dépassé depuis très longtemps l'animation ludique et sympathique des centres-villes l'été. C'est pas ça les arts de la rue, hein, très sincèrement. Et qu'il y a des artistes qui s'interrogent la relation qu'ils ont avec les habitants du territoire un peu autrement. Et on est dans un rapport contextuel qui a été évoqué tout à l'heure. C'est comment on fait humanité ensemble. Et qu'il y a des artistes là qui sont à cet endroit-là. Mais ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, nos métiers dans l'accompagnement, pas de tous les artistes, et que tous les artistes n'ont pas besoin d'être dans ce rapport au contexte. Mais il y a un certain nombre d'écritures qui se nourrit nécessairement, éthiquement, d'un rapport particulier au contexte. Et c'est nous, les accompagnateurs, c'est comment trouver dans ce dialogue-là avec les habitants d'un territoire, avec les personnes qui font ce territoire-là, comment trouver la place l'espace de la parole, du geste de l'artiste qui va venir faire ce pas de côté qui permet de débloquer certaines crispations ou un certain nombre de laissés de côté qui font la réalité de nos territoires. Ça, c'est pas que, parce que je te vois froncer les sourcils, je te connais, c'est pas que théorique, c'est pas comme ça, voilà. Alors, pour aller très vite, mais je suis pas venu vendre ou parler pronomade, mais un projet, ça veut dire quoi très concrètement? C'est par exemple depuis 3 ans avec une MDS, c'est la Maison des Solidarités, c'est les services qui réunissent dans un département les éducateurs, assistantes sociales, médecine préventive. Comment on fait pour, sur un petit quartier par exemple. Là on a travaillé avec Floriane Facchini, une artiste, dite des arts de la rue, qui s'est installée en tant qu'habitante professionnelle, puisqu'on la payait pour habiter dans ce quartier où il y avait une soixantaine de familles qui ne se parlent pas, de nationalités très différentes, pour venir juste faire en sorte qu'ils se parlent. Faire territoire, c'est engager cette conversation. Mais parce qu'elle a ce rôle-là particulier, elle est partie sur... comment dire ça, une cartographie sensible de la cuisine. C'est-à-dire que ce qui réunit tout le monde mange plus ou moins facilement à partir du 16 ou 17 du mois. Nous, on mange jusqu'à la fin du mois, pas tout le monde. Et c'est pour ça que pas tout le monde, ils ont d'autres préoccupations que nos très beaux spectacles à aller voir. Comment, sur ce commun qu'on a, la cuisine, comment à travers les couleurs, les odeurs, les parcours de vie, on peut parler de cuisine et donc parler des personnes, et parler des personnes pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles n'auraient pas. Floriane a vécu pendant 9 mois, hein, on ne l'a pas implanté, avait un appartement avec le bailleur social dans ce groupe-là, et ces personnes qui ne se parlaient vraiment pas, ou dans lesquelles le club de prévention, la MDS, n'avait pas d'entrée, parce qu'elle parlait de cuisine, parce qu'elle est rentrée, elle a fait avec un travail de photo à la fin, un travail de parcours sonore, elle a fait des portraits sensibles à travers leurs pratiques culinaires. Et du coup, on parlait d'eux. Et eux parlaient, ils avaient leur légitimité, leur place, ils avaient droit à la parole, ils avaient droit à rentrer dans cette conversation, ils avaient droit de faire société ensemble. Et je crois qu'un projet culturel, c'est faire société ensemble. Et en fait, pour le dire différemment, et pour aller vite, plus vite, je pense que notre travail, c'est de pas, quand on est dans cette situation-là de rencontre, c'est pas pour faire des œuvres, c'est pas pour faire de belles œuvres,
c'est d'œuvrer avec les gens, c'est d'être avec eux et de faire avec eux, le fameux « avec » que Francesca évoque si bien. En fait, j'étais étonné du titre, un accès à la culture, parce que je crois qu'on accède aux œuvres, ça c'est sûr, mais on n'accède pas à la culture. On n'accède pas à la culture, on fait culture ensemble, on fait territoire ensemble, et je crois que justement, l'invitation, la chance qu'on a, c'est que le Parlement nous a invités à réfléchir autrement nos pratiques professionnelles, le rapport qu'on a à la culture à travers les droits culturels. C'est ça que ça dit, les droits culturels. Ça dit de venir amplifier le travail de la démocratisation, ça ne vient pas arrêter ce travail-là, je rassure certains, il faut le continuer, mais d'engager une conversation avec les autres, encore une fois, non pas pour leur amener ce que ces pauvres gens n'auraient pas, mais de faire vraiment un territoire avec eux. Et je crois que les droits culturels, c'est faire démocratie et qu'on a là une vraie responsabilité. Merci. Est-ce qu'il y en a... Merci. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut réagir? Paul. Je veux bien réagir un tout petit peu sur l'histoire de la décentralisation des 3 km et des très belles œuvres qui, pardon, hein, forcément je me suis senti un tout petit peu visé à cet endroit-là. Moi je commence quand même à aller voir les gens en me présentant, en disant qui je suis et ce que je fais. En l'occurrence je suis au service des artistes, donc c'est les œuvres des artistes. Et je crois que pour entamer un dialogue, il faut dire d'abord qui on est, c'est-à-dire se découvrir un peu et montrer ce qu'on fait. Et je pense que c'est un très bon moyen, ça reste un très bon moyen de justement rentrer en contact et par la suite de partager culture, de faire culture, d'être sensible et dans l'écoute de la culture de l'autre. Mais je continue de croire profondément, pardon, c'est mon métier, qu'on doit quand même être à cet endroit-là. Ce n'est pas ces pauvres gens qui n'auraient pas, c'est juste qu'on est fiers de ce qu'on fait, qu'on vient le montrer pour entendre ensuite ces gens nous parler de ce qu'ils font eux-mêmes ou de leurs désirs ou de ce dont ils rêvent. Et ça marche assez bien en général. C'est-à-dire que ça n'empêche pas ensuite de faire effectivement des spectacles avec des gens qui racontent ce qui se passe dans leur quartier de manière très locale et de le montrer à d'autres spectateurs, ceux qui viennent voir nos très beaux spectacles justement, les fameux du TGV. Donc ça fonctionne ensemble. Je ne crois pas que l'un s'oppose à l'autre, je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit un vieux modèle éculé du tout. Je crois au contraire que c'est une forme de respect d'apporter aussi ce qu'on fabrique, nous artisans de spectacle, à un certain nombre de personnes et de les entendre réagir dessus et ensuite d'établir ce dialogue. Je voulais juste dire ça. Bien sûr. Laurent, tu souhaitais compléter et intervenir? Non, juste effectivement, je pense que les exemples pris le montrent assez bien. Je pense que on peut tout à fait avoir des projets artistiques et culturels engagés dans une voie. Par exemple, lorsque je dirigeais un institut de recherche comme l'IRCAM, la question elle pouvait se poser pour moi avec les compositeurs, avec les chercheurs, mais on était dans des processus très en amont, tout à fait légitimes, qui avaient une relation avec le territoire dans lequel on était inscrit, d'une certaine manière, à court terme, beaucoup plus distante. Ça n'est pas illégitime et ça ne s'oppose pas au reste. Par exemple, moi je veux qu'on puisse, dans le monde dans lequel on vit, continuer à assumer les recherches individuelles d'une forme d'épanouissement et de transcendance dans et par l'art, qui peuvent s'assumer par une position apparemment passive d'un artiste qui revisite avec tout son univers personnel une œuvre que Malraux aurait qualifiée de chef-d'œuvre ou qui explore une nouvelle création, à partir du moment où, justement, ce spectateur passif, j'ai créé toutes les conditions pour qu'il ne soit justement pas simplement passif, mais au cœur d'une immersion, d'une expérience, d'une aventure inédite, et qu'en même temps qu'on fait ça, on peut arriver simultanément
à avoir un nombre, une énergie, un nombre de projets de plus en plus structurants qui explorent le avec, c'est-à-dire les dimensions plus participatives sous différentes voies, à condition que dans tous les cas de figure, ce soit fait avec le même niveau d'exigence. Je prends un exemple tout bête de politique publique. Quand on énonce qu'il y a une chorale toutes les 4 écoles, si je comprends bien aujourd'hui, et qu'il y en aura une toutes les 2 écoles en fin 2018 et une par école en fin 2019, à qui viendrait-il l'idée de s'opposer? Tu parles de la déclaration Blanquer-Nyssen sur les chorales dans les écoles. Hein. Exact. À qui viendrait-il l'idée de s'opposer au principe? Mais parallèlement, ce principe pour moi ne fait sens que si on est capable d'exposer tout le reste. Comment puis-je traiter ça au niveau d'exigence requis qui impose le nombre de formateurs à même de prendre en compte une pédagogie collective qui n'existe pas aujourd'hui sur le secteur? Quel est le processus? Je veux qu'on me décrive l'ensemble de cela et je veux qu'on me donne parallèlement la mise en œuvre des outils d'évaluation qui prouvent qu'un schéma directeur général aussi posé que cela peut effectivement, même si c'est dans des délais beaucoup plus longs, correspondre à une réalité qui ne conduit pas à dégoûter plus d'enfants de la musique qu'à les conduire à la voix. Et sur l'informatique, sur le numérique, pardon, c'est la même chose. C'est-à-dire, je n'oppose pas. Je veux explorer toutes les voies. La musique, par exemple, avant le numérique, a largement exploré plein de principes informatiques qui sont repris aujourd'hui, notamment captation gestuelle, tout ce que vous voulez. C'est des thématiques qui existent dès les années 80-90. Donc je veux pouvoir effectivement avoir le numérique en tant qu'outil de création, parce qu'en plus il désenclave la musique en l'associant à d'autres dimensions artistiques, qu'il s'agisse du geste, de la danse ou de l'image. Je veux pouvoir explorer le numérique dans sa dimension que j'appelais peut-être plus passive, c'est-à-dire un travail de captation, dès lors que je lui ai trouvé un sens. Par exemple, nous avons 200 heures de concerts en captation gratuits sur le live. J'en ai besoin parce que je ne peux pas inviter toutes les formations du monde si au Japon on ne peut pas voir ce qui se passe un peu à la Philharmonie en termes d'image, mais ça n'a de sens. Et là, je suis limité à 200 heures par les réglementations françaises, que si je suis capable de passer un accord avec l'éducation nationale, où il y a non seulement là 4000 heures de captation audiovisuelle qui leur sont fournies, mais avec les didacticiels, les principes éducatifs qui permettent aux professeurs et aux élèves de s'en saisir. Et encore un autre aspect, je ne m'empêche pas de servir de numérique et d'explorer les voies, là où le numérique peut devenir aussi un adjuvant qui fait des courts-circuits sur les principes éducatifs et qui permet des relations directes avec des enfants par des mises en œuvre de logiciels, même si ces logiciels sont étudiés par des start-up avec lesquels je vais essayer de développer tel ou tel aspect, vous voyez. Donc, voilà. Là, je me sens visé par rien d'une certaine façon, mais je pense qu'il faut mettre en relation des phénomènes qui sont un peu en silo souvent. Et hier, d'ailleurs, avec vos 6 collègues qui étaient là, on a beaucoup insisté sur la question du danger du cosmétique, qu'on a appelé, sur toutes ces questions aujourd'hui, particulièrement sur les déclarations comme ça, certainement tout à fait estimables, sur l'éducation artistique, où on a l'impression que c'est plutôt des fois une question de faire du chiffre, au détriment, bien souvent, de l'exigence artistique. Et s'il n'y a pas d'exigence artistique, il n'y a pas d'effet. Hein. L'effet social est diminué d'autant quand il n'est pas totalement inexistant. Nolwenn, tu voulais intervenir, et puis je crois que Philippe, ensuite. Voilà. Hein. Oui, je voulais juste en fait
Je voulais juste partager ce que disait Francesca, et peut-être que je n'ai pas été non plus très claire, ou en tout cas très concrète sur agir avec plutôt que agir pour. Et c'était tout à fait le sens de ma réflexion. Et je crois que malheureusement ou heureusement, que le modèle dont on parlait est ancien, et je crois qu'il était à réinventer. Et je partage tout à fait la question de comment on travaille avec, c'est-à-dire comment on évacue le modèle descendant qui est malgré tout le nôtre, puisque nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fabrique, c'est-à-dire qu'on propose une offre culturelle, mais on ne la compose pas forcément avec évidemment les publics, mais aussi avec les artistes. Et sur la question du faire avec, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi que l'on ouvre des espaces pour fabriquer avec les artistes. Donc je vais peut-être donner un exemple très concret de moi, je crois que le modèle a changé et je crois que c'est notre responsabilité de s'en rendre compte et qu'il est urgent aussi de le réinventer. De façon très concrète, comment on pense une programmation aujourd'hui ? Et quels espaces de liberté on peut laisser aux artistes pour qu'eux aussi prennent en charge cette dimension-là et la relation au public. Il y a 2 ans, pour l'ouverture de saison, enfin, le lancement de saison, puis d'ailleurs même par exemple la question de saison me questionne aussi, mais bref, pour le lancement de saison, sur un campus, je me suis dit, la première question était, ce qu'on fait, ça se passe derrière 2 portes noires, dans une boîte noire, donc évidemment c'est compliqué quand on est étudiant et qu'on a 18 ans et qu'on arrive sur un campus, de mesurer ce que c'est une salle de spectacle. Et donc, en travaillant avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait ouvrir les portes et imaginer des portes ouvertes d'un lieu à la manière des portes ouvertes d'un établissement d'enseignement supérieur. Très simplement, on aurait pu faire une programmation dans différents espaces de petites formes qui duraient 15 minutes. Le tour était joué, on faisait un petit festival et ça remplissait sa fonction. Et en fait, je me suis dit que cette question, elle n'était peut-être pas la mienne, que comment on faisait pour ouvrir les portes d'un théâtre et comment on pensait le sens de nos actions et le sens de pourquoi on est là, pourquoi on est là sur un campus universitaire, comment on parle, qu'est-ce qu'on a envie de raconter à des jeunes qui arrivent dans une université, et que cette responsabilité ou ces questionnements, ils pouvaient être partagés avec des artistes. Et la résolution, ça a été d'inviter une dizaine d'artistes pendant 15 jours, 10 jours, à travailler, à imaginer des formes, des projets, sans programmation a priori, pas forcément d'obligation de résultat, pas forcément d'obligation de présenter une forme finie. Rien n'est obligé. L'enjeu, c'est de se mettre en mouvement, de se mettre ensemble en mouvement et d'essayer, de tenter, d'expérimenter, de se laisser des espaces un peu de joie aussi là-dedans. Et le résultat, puisqu'il y a bien sûr évidemment eu un résultat, était assez inspirant dans la manière aussi, puisqu'on parle beaucoup des publics, et effectivement je vois bien comment on peut vite dévier vers des présupposés qu'on oublie la qualité artistique. Donc disons peut-être comment on fait avec des artistes. On est avec, c'est pas faire du participatif, forcément c'est quelle place on laisse à tout à chacun dans un projet, dans une institution, et comment chacun est acteur de ce projet. Et pour moi c'est quelque chose d'assez important de laisser cette place et de considérer, enfin voilà, de se mettre en mouvement dans cette dynamique-là, dans cette dynamique de... Et voilà, donc je pense que nous avons aussi des modèles à inventer et que la logique descendante, qui est de toute façon celle que l'on fabrique, il faut aussi la remettre en jeu. On parlait d'horizontalité et je pense que les projets du Merlan et de Promenade sont assez ambitieux et assez justes voilà, sur cette dimension. Merci Nolwenn. Ce sera avec Philippe, pas forcément le mot de la fin, mais en tout cas la dernière intervention. Je crois que ce qui était intéressant aussi, c'est sur le avec, tu as pointé une chose, avec les artistes. Je crois que, parce que quand on entend avec, c'est toujours avec la population, avec les gens, etc. Là, il y a aussi cette question de faire avec les artistes. Et d'ailleurs, le projet de Francesca est tout à fait illustratif de cette démarche. Et je crois que ça aussi, c'est une des questions d'aujourd'hui et plus encore de demain. C'est
beaucoup de lieux ne sont pas dirigés par des artistes, et d'ailleurs quand ils le sont dirigés par des artistes, c'est pas forcément là où les artistes sont le plus sollicités pour intervenir. Donc c'est une question qui se pose, que le lieu soit dirigé par un artiste ou pas par un artiste. C'est la place des artistes dans faire en sorte que tous les artistes autour d'un lieu soient associés, soient avec, en fonction d'objectifs. Ça, c'est une question qu'il faut reposer. C'est la question du partage. C'est pas simplement la question du partage du budget. C'est pas simplement la question du partage du lieu. C'est la question de partage d'un projet. Hein. Et je crois que, je pense d'ailleurs que l'acte 2 de la décentralisation dont Cécile parlait tout à l'heure et dont David parlait hier, intègre tout à fait. Je crois que les gens sont de plus en plus conscients de cette nécessité d'ouverture et de partage. Non ? C'est terminé ? Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir consacré, et puis merci de votre attention, voilà, et de votre participation. Merci.